contre toute attente, la Banque centrale chinoise a procédé ce matin à une opération de prêt non programmé à des taux nettement inférieurs, ce qui constitue sa deuxième action surprise de la semaine. Cette initiative suggère un effort délibéré des autorités pour fournir une forte relance monétaire afin de soutenir l'économie du pays. La Banque populaire de Chine a émis 27,5 milliards de dollars de prêts d'un an dans le cadre de sa facilité de prêt à moyen terme à un taux réduit de 2,3% en baisse de 20 points de base par rapport au prêt MLF moyen terme également précédent selon un communiqué publié par la banque ce matin. En outre, la Banque centrale a injecté 32 milliards de dollars sur les marchés par le biais d'accords de rachat inversés de 7 jours à 1,7% dans le but de maintenir des conditions de liquidité adéquates au sein du système bancaire et ce d'ici à la fin du mois. Notons par ailleurs que les principales banques du pays ont également réduit leur taux de dépôt en réponse aux actions de la Banque populaire de Chine. Mais malgré la baisse des taux, les inquiétudes persistent quant aux défis auxquels l'économie chinoise est confrontée, notamment dans des secteurs comme l'immobilier et la consommation. Les experts soulignent la nécessité d'un soutien budgétaire plus important ou de mesures politiques alternatives pour répondre efficacement à ces problèmes sous-jacents. C'est une surprise de taille qui pourrait prendre le marché à contre-pied. En effet, alors que plus de 3/4 des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque centrale nippone maintienne son statu quo ce mois-ci, plusieurs sources suggèrent que l'issue de la réunion des 30 et 31 juillet prochains est beaucoup moins certaine. En effet, bien que les 9 membres du Conseil d'orientation soient globalement d'accord sur la nécessité d'une hausse des taux à court terme, il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si elle devrait avoir lieu la semaine prochaine ou plus tard dans l'année. Pour autant, selon une source proche du dossier, la décision sera difficile à prendre compte tenu de l'incertitude qui pèse sur les perspectives de consommation. Je vous rappelle que la consommation dans l'archipel est mise à mal à la fois par l'inflation et la faiblesse du yen. En mai, cette dernière a reculé de 1,8% sur un an en termes réels, c'est-à-dire corrigé de l'inflation selon des données officielles. Hier, l'indice PMI flash du pays pour le mois de juillet a fait état d'un retour à la croissance en juillet porté par un rebond du secteur des services, tandis que l'activité manufacturière a diminué. En zone euro, le flou entourant la composition du futur gouvernement français et le ralentissement prolongé de l'industrie allemande continuent de peser sur l'activité économique de la zone, selon des enquêtes publiées hier. Dans l'économie du bloc, les services et l'industrie ont enregistré conjointement une hausse à la marge en juillet. L'indice composite s'est en effet établi à 50,1, juste au-dessus de la barre des 50 qui représente le seuil entre croissance et contraction. En France, le secteur des services a en revanche légèrement progressé, stimulé par les Jeux Olympiques qui débuteront demain à Paris. L'indice PMI flash du pays s'est redressé à 50,7 en juillet contre 48,8 en juin, un plus haut de 3 mois, indiqué S&P Global. Quant à l'activité manufacturière en France, elle a été pénalisée par la faiblesse de la demande et de la confiance dans un contexte d'incertitude politique après la convocation par le président Emmanuel Macron d'élections législatives anticipées qui n'ont pas encore donné naissance à un nouveau gouvernement. L'activité manufacturière en France a diminué plus fortement ce mois-ci, poursuivant une tendance amorcée en juin, lorsque la confiance a atteint son point bas. L'indice PMI flash de la production manufacturière s'est ainsi replié à 44,1 en juillet contre 45,3 en juin, un plus bas de 6 mois. Dans une note publiée hier, le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché à Matignon, recommande des économies de l'ordre de 4 points de PIB ou 112 milliards d'euros, et ce, sur 7 à 12 ans. Tout le monde l'a désormais bien compris, la France doit assainir ses finances pour garantir la soutenabilité de sa dette et continuer à se financer à des taux d'intérêt bas. Mais comment opérer cet ajustement ? Eh bien, les économistes du CAE suggèrent de prendre des mesures temporaires telles que des hausses provisoires de taxes ou une sous-indexation généralisée des dépenses et des tranches d'imposition. Autrement dit, privilégier une baisse des dépenses sans exclure une hausse des impôts. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière
Regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et sur les marchés financiers, la journée sera chargée en publications d'entreprises et en données macro. En France, ça va dérouler avec notamment Accor, Dassault Systèmes, EssilorLuxottica, Hermès, Renault, Saint-Gobain, Sanofi, Stellantis, ST Micro, Total Energy, Unibail, Rodamco, Vinci et Vivendi. Certains poids lourds de la cote ont publié ce matin. Je pense notamment à Kering qui a publié une baisse de 11% de ses ventes. Total Energy a publié des résultats en recul au deuxième trimestre également, moins 6% pour le résultat net ajusté. Sanofi a par contre relevé sa perspective de bénéfice net par action des activités après une croissance de plus de 10% au T2. ST Micro a baissé sa perspective de chiffre d'affaires annuel. Stellantis a accusé une baisse de 14% de son chiffre d'affaires semestriel. Renault par contre a publié un nouveau record de marge opérationnelle. Enfin, Michelin a publié des résultats semestriels globalement supérieurs aux attentes. Accor a relevé son objectif annuel de revenus et Carrefour a confirmé ses perspectives annuelles. Tout ça devrait faire en sorte que le CAC 40 ouvre en baisse, puisque l'étude des futurs, de toute façon c'est fait, il est 9h02, le CAC 40 a ouvert en baisse, moins 1,03% à 7436%. Vous le comprenez, le CAC est dans le rouge, mis à mal par la tech américaine, mis à mal par le secteur du luxe français, la forte pondération du luxe français dans sa composition. Voilà donc pour ce qui intéressera d'un point de vue microéconomique les investisseurs en France notamment. Outre-Atlantique, les investisseurs porteront leur attention sur la publication de la première estimation du PIB au T2 2024. Il est temps maintenant de regarder ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe. Mis sous pression par les valeurs du luxe et de la tech, les principaux indices actions ont clôturé dans le rouge, un rouge vif à la fois induit par des publications médiocres et par des indicateurs PMI subodorants à ralentissement de l'économie européenne. Mais c'est surtout Wall Street qui inquiète et notamment les désormais 7 effroyables qui tirent le marché vers le bas. À Paris, pénalisé par le luxe et la tech américaine, le CAC 40 a fini en repli de 1,12% à 7513 points. À Londres, le FTSE a atteint un plus bas de 3 mois sur fond de diminution de l'appétit pour le risque induit par les résultats trimestriels d'Alphabet et de Tesla qui n'ont pas répondu aux attentes de la communauté financière. Et bien que le secteur privé britannique a poursuivi son expansion pour le 9e mois consécutif en juillet, le FTSE a reculé hier de 0,17% à 8153 points. À Francfort, alors que la séance s'était ouverte sous des auspices favorables, avec une baisse moins marquée de la confiance des consommateurs, le moral des investisseurs a été ensuite plombé à la fois par des indicateurs PMI mal orientés et par les publications trimestrielles de Deutsche Bank et Porsche. Toujours est-il, aux États-Unis, le repli des indices actions s'est accentué hier après la frénésie suscitée par l'intelligence artificielle qui a propulsé Wall Street vers de nouveaux sommets au premier semestre. Les investisseurs sont soudainement devenus plus sceptiques quant à ses retombées potentielles. En conséquence, le Nasdaq a reculé hier de 3,64%, une première depuis plus d'un an et demi. Sombre journée également pour le S&P 500 qui a abandonné plus de 2%, une première depuis décembre 2022. Précisons que les actions des 7 pathétiques ont toutes clôturé dans le rouge hier. Je vous rappelle que l'optimisme entourant les applications de l'IA ont permis aux indices actions américains d'atteindre des niveaux records, mais depuis que le marché est persuadé que les baisses de taux directeurs de la Fed sont imminentes, on assiste à une rotation sectorielle vers des valeurs jusqu'alors délaissées par les financiers. On pense notamment aux petites capitalisations et plus globalement aux valeurs cycliques. Toute la question désormais est de savoir si cette réorganisation du marché est épidermique ou durable. En tout cas, hier, le Dow Jones a reculé de 1,25% à 39 853 points. Le S&P 500 a lui cédé 2,31% à 5 427 points. Le Nasdaq Composite a lui abandonné 3,64% à 17 342 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements ont reculé hier. Le rendement du Bund à 10 ans a terminé relativement stable à 2,44%, alors que celui du Bund à 2 ans a cédé plus de 5 points de base à 2,714%.
Aux États-Unis, après la publication d'indicateurs PMI qui valident le scénario boucle d'or, c'est-à-dire une inflation maîtrisée et une croissance économique modeste, les rendements sont restés stables. Le 10 ans américain a pris 2 points de base à 4,276%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont repris des couleurs hier, portés par une nouvelle baisse des stocks de brut américains et des incendies dans l'ouest du Canada. Les stocks de brut américains qui ont de nouveau fondu la semaine dernière, reculant de 3,7 millions de barils. Il s'agit ici de la 4e contraction d'affilée pour ces réserves qui ont perdu plus de 24 millions de barils depuis fin juin. Par ailleurs, des incendies ravagent actuellement la province canadienne de l'Alberta qui assure plus de 80% de la production pétrolière du pays. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a pris 0,86% pour clôturer à 81,71 $. Quant au baril de West Texas Intermediate, pour la même échéance, il a lui gagné 0,81% à 77,59 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 25 juillet. Et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Bernard Prats d'Esclos et son chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.